C'est vrai, de prime abord, il peut sembler difficile de concevoir que l'analyse de la personnalité, la psychologie de la personnalité, pourrait avoir un quelconque lien avec le domaine de la spiritualité, et même, allons plus loin, jusqu'à l'éveil spirituel. Et pourtant, c'est justement ce sujet qui est au cœur de l'énéagramme, ou cet outil qui permet de découvrir les 9 grands profils de personnalité. Et malheureusement, dans certains courants d'énéagramme, on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure, eh bien, la notion de spiritualité est complètement aseptisée, voire ignorée, alors que elle est au fondement de cette discipline qu'est l'énéagramme. Elle en est son inspiration, mais au-delà de ça, elle est également la direction vers laquelle elle est. Alors pas forcément aller la direction sur une, on va dire une voie spirituelle, mais sur ce qu'on pourrait appeler l'élévation de l'être, ou pourquoi pas l'élévation de l'âme. C'est tout le sujet du jour et je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Connaissance de soi. Je suis Nico Pen et au travers de celui-ci, je t'apprends à découvrir l'univers infini qui est à l'intérieur de toi et tous les trésors cachés à l'intérieur de ta propre identité. Et donc, comme tu le sais probablement, l'énéagramme est une discipline que j'enseigne déjà depuis de bien nombreuses années. Et en fait, ce qui est intéressant et ce qui m'a vraiment amené à faire ce podcast, c'est que j'ai constaté que la notion de spiritualité qui est présente dans l'énéagramme, on peut l'ignorer, on peut passer à côté. Si on n'est pas forcément enclin à la spiritualité, on peut s'intéresser à l'énéagramme, mais ça serait passer à côté de quelque chose d'essentiel. Et plus encore, j'ai fait ce constat que sur les formations phares que j'ai créées, que ce soit le technicien Enneagramme, le master Enneagramme, qui soit le niveau d'après, mais également la spirale dynamique, et aussi, tout en parlant d'Enneagramme d'ailleurs, et aussi, enfin, Connexion Invisible, qui est la formation qu'on a développée avec Carla, eh bien, sur toutes ces formations, j'évoque ce sujet de l'énéagramme et la voie spirituelle. Et finalement, si j'en parle dans chacune de ces formations, eh bien, il me semble que tu sais, c'est parfois sans s'en rendre compte, en fait, on dit des choses, on a tendance à les répéter, et on ne prend pas forcément conscience à quel point, eh bien, c'est au cœur de ce qui a du sens, c'est au cœur de ce qui est véritablement important d'assimiler. Et d'ailleurs, je me suis dit, il est nécessaire de pouvoir en parler de façon publique, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Et pour cela, on va rentrer vraiment dans le détail, on va rentrer dans la profondeur, on va rentrer vraiment dans la spécificité dès à présent, en énonçant le grand concept lié à l'énéagramme, à la spiritualité, et tout particulièrement à la personnalité. Alors, ce grand concept, il est le suivant. C'est qu'on a tendance à croire, quand on regarde l'énéagramme, que, eh bien, en découvrant parmi les 9 chiffres de l'énéagramme, du 1 à 9, on va identifier, ben moi je suis le profil 1, je suis le profil 3, je suis le profil 6, je suis le profil 5, peu importe. Et on se dit, voilà, mon identité, ma personnalité est égale au numéro de mon type énéagramme. En gros, je suis le type énéagramme qui me représente. Et le chemin de l'énéagramme, c'est vrai, c'est d'arriver à comprendre quelle est ce qu'on va appeler la base, un énéagramme, on va dire le type fondamental de la personne, le comprendre aussi les dynamiques que peut avoir ce type-là avec d'autres types, comme par exemple les flèches, comme par exemple les ailes, c'est-à-dire le profil, ce que j'appelle en d'autres termes le profil secondaire. Mais on va quand même avoir un voyage qui va être assez singulier et qui va être notre voyage au travers de notre relation avec notre type de personnalité. Donc on se dit, tout l'enjeu de l'énéagramme, c'est d'avoir connaître mon type de personnalité et travailler dessus. C'est vrai dans un sens, et en même temps, c'est passer totalement à côté de la discipline. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le but profond, le but final, un but final que je pense il faudrait plus d'une vie pour atteindre, ou du moins ça semble bien présomptueux, bien orgueilleux et bien loin de la réalité, serait la personne qui arriverait à dire ceci, qu'il n'est plus son type énéagramme, il a totalement dépassé son profil énéagramme. Et pourtant,
c'est la direction vers laquelle aller. C'est-à-dire que l'énéagramme, le but du jeu, c'est de trouver son type énéagramme et progressivement aller sur les parties les plus lumineuses, arriver à soigner les parties sombres, au point d'arriver à un stade qui est que je ne m'identifie plus à mon type de personnalité. Alors, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue rhétorique, j'ai envie de dire, c'est facile, c'est super simple de dire « Ah, mais avant j'étais comme ça, maintenant je ne le suis plus. Avant j'étais type 4 énéagramme, maintenant je ne le suis plus. » Et je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Et en fait, ce qui se passe, c'est lorsqu'une personne disait ça, surtout s'enorgueillait de dire ça, le disait avec une grande fierté, eh bien, il était clair et net que cette personne n'était pas sortie de ce sujet-là. Voire pire, il est arrivé certaines personnes qui disent « Oui, moi je suis profil, mais je ne le suis plus. » Et avec une dose, on va dire, d'impertinence, je disais à cette personne « Ah, mais c'est parce que tu connais pas ton type énéagramme, c'est que tu l'as pas trouvé. » Et le pire, le plus tragique, en fait, c'était souvent le cas. C'est que lorsque on va découvrir et on va vraiment aller en profondeur sur l'outil, déjà on va se rendre compte à quel point notre type de personnalité, notre personnalité adaptée d'énéagramme est présente à nous et à quel point il y a du travail dessus. Et si à un moment donné on ne le voit pas, c'est qu'on n'est pas rentré assez en profondeur sur l'outil. C'est ça vraiment la grande difficulté et vraiment la grande chose que je déplore sur l'énéagramme, qui est un peu les mêmes écueils qu'on pourrait déplorer dans d'autres disciplines, comme par exemple sur l'astrologie ou autre, c'est de se dire, finalement, je vais regarder en surface, je vais passer un petit peu de temps, je vais voir ça, oh finalement ça me parle pas, oh oui j'étais ça, mais maintenant je le suis plus, donc moi je suis au-dessus de tout ça, je suis au-dessus de tout ce petit truc pour ces pauvres gens qui ne se connaissent pas encore. Mais que nenni en fait, que nenni. Pourquoi je te dis tout ça? Pour la simple et bonne raison que, en fait, tout ce qui est lié à notre ego, là on a lâché le mot, tout ce qui est lié à notre personnalité, et tout particulièrement à ce qu'on va appeler, et là je vais rentrer vraiment sur le vif du sujet, la personnalité adaptée, en d'autres termes notre type énéagramme, est véritablement complètement ancré à l'intérieur de nous, au point que on a tendance à ne pas le voir, à ne pas s'en rendre compte. Et ce qui est terrible, c'est qu'on a des systèmes automatiques qui vont entrer en jeu au quotidien, des mécanismes, des croyances, des compulsions émotionnelles, des choses qui vont revenir encore en boucle, des attentions aussi sur certaines choses que d'autres, finalement, en fait, n'auront pas. Mais toi, tu les auras. Et celles-ci parlent de ta personnalité adaptée et elle parle de ton type énéagramme. Et c'est là véritablement qu'on se rend compte à quel point cette personnalité adaptée, cet ego, est présent à l'intérieur de nous. Alors, sur le tech énéagramme, c'est marrant parce que c'est vraiment au tout début, sur le premier épisode du premier module de la formation qui dure 6 mois, je parle de personnalité adaptée et en fait ce qu'on se rend compte c'est que cette notion qui est un terme typique à l'énéagramme, personnalité adaptée, ce qui veut dire en autre terme ton type de personnalité énéagramme, on va le retrouver dans de nombreux concepts, que ce soit en psychologie, que ce soit en spiritualité ou dans certaines religions ou visions spirituelles ou croyances spirituelles, et également dans certaines philosophies. On va retrouver donc en psychologie, on pourra parler de l'ego, on pourra parler du caractère, on va parler parfois de la fausse personnalité. D'un point de vue spirituel, certains parleront de conscience diminuée. Dans certains courants, comme par exemple, on va avoir la personnalité d'un côté, qui a une opposition à l'essence. Et ici, c'est intéressant, par exemple Nietzsche, lui, parlait de l'homme en opposition au surhomme. Et c'est intéressant de parler de ces oppositions, ou plutôt de ce vers quoi on va tendre. C'est-à-dire que la personnalité adaptée, c'est là où on est. Et là où on doit tendre, là où justement l'être va chercher à toucher la quintessence de ce qu'il est, à toucher la part la plus évoluée, la plus élevée, la plus transcendante de son être, si on devrait prendre des terminologies qui sont plus proches de ce qu'on va avoir dans la psychologie évolutive, comme on a pu le voir dans le précédent épisode avec Maslow ou avec la spirale dynamique avec Claire Graves, Beck, Cowan et même Ken Wilber. Donc, cette notion de transcendance,
C'est vraiment un état d'être qui va aller sur le dépassement de l'ego. Et d'un point de vue spirituel, je vais passer de l'ego à l'âme. Comme disait Nietzsche, je vais passer de l'homme à toucher le surhomme. Je vais passer de la personnalité à l'essence. Je vais passer de la conscience diminuée à la conscience éveillée. Je vais passer de l'être conditionné, l'être animal que je suis, à l'être réel, véritable, ou à l'être divin qui est à moi. Je vais passer de la fausse personnalité à la personnalité réelle, la vraie, le fond de moi. Et je vais passer de mon caractère à mon essence. Tu l'auras compris. Ces mots que je suis en train de te donner, ces comparatifs qu'on voit sur plusieurs disciplines, sur plusieurs approches, eh bien, ils disent tous la même chose. Ils disent que on va être pris par nos émotions, pris par nos croyances, pris par nos pensées, pris par nos instincts primaires, pris par notre part la plus animale, la plus égotique. En d'autres termes, on va être sur notre personnalité adaptée. Et c'est là où on va voir le type énéagramme et on va voir les grands enjeux et les grandes difficultés qui vont être présentes sur chaque type énéagramme. Donc ça, c'est la personnalité adaptée. Et le but du jeu, c'est d'évoluer, c'est de grandir, c'est d'arriver à dépasser et transcender son type de personnalité pour ne plus subir le type de personnalité, mais au contraire, pour le prendre comme une arme, un outil qu'il va être utile dans certaines situations, qui va nous aider, et dans d'autres, lorsqu'on jugera qu'il ne sera pas nécessaire, sera laissé de côté. Mais plus encore, arriver à toucher ce moment, ce point où on est dans une forme d'équilibre et d'élévation de ce qu'on est, la personnalité supérieure. Le type énéagramme, lorsqu'on le présente, on le présente souvent ou pas, ça va dépendre de chacun, mais on a tendance à le présenter avec vraiment 3 grands aspects. Un aspect lié à l'émotionnel, un aspect lié au mental et un aspect lié à l'instinctif. Alors non, pour les connaisseurs d'énéagramme, je ne parle pas des types mentaux, instinctifs et émotionnels. Non, bien que ce soit plus ou moins lié, je parle là de quelque chose qui touche absolument tous les types de personnalités, toutes les personnes, donc qui te touche à toi. C'est-à-dire qu'il y a une part émotionnelle qui va être blessée, une part mentale et une part instinctive. Alors la part instinctive, on appelle ça l'instinct déformé. On va le voir avec ce que j'appelle les 3 instincts types, que sont l'instinct de survie, l'instinct sexuel et l'instinct social. On en reparlera plus tard dans d'autres épisodes. On a également la part émotionnelle et qui va se traduire sur chaque type de personnalité par une compulsion émotionnelle, qu'on appelle également passion, qui va être spécifique au profil. Par exemple, le type 2, qui va être blessé, qui va rechercher de l'amour, eh bien sa compulsion émotionnelle, ça sera de l'orgueil. Et on parle du péché d'orgueil. D'ailleurs, c'est marrant, on parle des péchés et 7 péchés capitaux. Pour la petite anecdote, les 7 péchés capitaux sont issus des 8 passions d'Évagre le Pontique, qui, ces 8 passions, ont donné naissance à 8 des 9 passions que l'on va retrouver sur l'énéagramme, dont l'orgueil, dont, si on prend par exemple le type 5 énéagramme, qui est lié aux ressources, l'avarice, dont, par exemple, un des profils, je te laisse deviner lequel c'est, tu me diras en commentaire, ça va être la colère. Et ainsi de suite. Et le dernier, qui semblait ne pas être présent sur les 8 passions évagopontiques, c'est le 6, lié à la peur. Et donc ces compulsions émotionnelles, c'est un peu notre maître. Notre maître qui va nous soumettre. Par exemple, le 6 va succomber à ses peurs, va se faire dominer par ses peurs, va se servir de ses peurs pour pouvoir anticiper finalement les situations à risque qui peuvent arriver pour lui, mais également les subir. Et ça va être pareil pour tous les profils. Et de là, on va avoir ce qu'on appelle la fixation, qui est l'orientation mentale. C'est-à-dire que le type énéagramme va fixer son attention toujours, ou du moins de façon régulière, sur un seul et même lieu. Exemple, pour prendre le 2, qui va rechercher l'amour, il s'est rendu compte que le mécanisme de flatterie ou de dédain va être très utile. Flatterie pour justement recevoir l'attention, l'amour de l'autre, et le dédain si finalement la personne ne va pas lui apporter ce qu'il recherche.
On va avoir, parmi quelques exemples, je vais m'arrêter là-dessus, sur le 6, on va avoir le doute et la suspicion. Se méfier pour éviter les dangers, les risques. Ou un autre exemple sur un profil instinctif, comme ce qui va être le cas sur le type 9, faire preuve d'un oubli de soi. Je m'oublie, j'oublie ce qui est important pour moi et ça me permet d'éviter des conflits. Donc là, on voit que chaque type de personnalité va avoir ces enjeux-là. Et ça va être vraiment ce qu'il faut vraiment bien comprendre, ce que tu dois bien comprendre, c'est que ça, c'est hyper inconscient. Je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est vraiment pour amplifier le fait que c'est très endormi à l'intérieur de nous et que ça dirige malgré nous notre façon d'être. Et donc la part spirituelle de l'énéagramme, c'est d'arriver à comprendre, à s'écouter, à s'observer, enfin déjà à se trouver son type de personnalité, ça fait partie du chemin. Et ensuite, une fois qu'on s'est trouvé, petite parenthèse, je fais le lien avec un autre podcast que j'avais fait sur un épisode qui était sur l'alchimie, tu verras, qui date d'il y a quelques mois, mais qui justement est lié vraiment à ce sujet-là, que je viens de te donner là. Et donc, à partir de là, on va, une fois qu'on s'est identifié, on va commencer à travailler sur soi. Et on pourrait travailler de façon, on va dire, plus sur une approche de développement personnel, sur une approche psychologique, ce que j'enseigne justement sur le technicien énéagramme, des travaux que l'on va faire sur le changement de croyance, sur le travail aussi sur ces modes de fonctionnement, les modes de désintégration, sur le profil et autres, ce qui va fonctionner. Mais ça ne va pas être suffisant. Et ça, on le voit aussi également sur le tech et même après, avec d'autres concepts que je ne vais pas citer ici, qui vont permettre justement de porter une conscience sur son être et d'aller travailler en profondeur pour arriver à voir comment on va pouvoir dépasser son être. Et ce qui est dommage, c'est que finalement, l'énéagramme amène un très beau chemin, une très belle direction, qui est celle de, ok, j'ai des blessures à l'intérieur de moi. Lorsque je me suis incarné dans ce monde, alors quelles que soient nos croyances, lorsque je suis arrivé à la vie, ou du moins à cette vie, eh bien, pour m'adapter à ce monde, au monde concret, au monde matériel, eh bien, j'ai dû mettre en place certains mécanismes d'adaptation. Ces mécanismes d'adaptation sont nécessaires. Ces mécanismes d'adaptation sont utiles. Ces mécanismes d'adaptation sont vitaux. Ils sont vitaux pourquoi ? Parce qu'au départ, il en dépend de ma survie. De ma survie qui peut être aussi bien physiologique, émotionnelle que psychologique. Dès lors, j'ai tout intérêt à voir comment m'adapter au mieux à ce monde. La difficulté, c'est que ça nous a amené à avoir une perception de la réalité qui est erronée. C'est-à-dire une perception de la réalité qui est liée à notre type de personnalité. Qui finalement nous a mis comme, tu sais, sur les chevaux où on va leur mettre des œillères pour justement qu'ils ne voient que face à eux et qu'ils ne soient pas perturbés sur les côtés. Eh bien, on a des œillères. On s'est mis nous-mêmes des œillères. On ne voit pas toute la richesse du monde parce qu'on veut absolument se concentrer vers ce qui est important pour nous, ce qui est important selon notre vision du monde, selon notre type énéagramme. Et c'est là où finalement, en fait, on va commencer à s'enfermer dans son profil de personnalité. Ça va se faire progressivement, jusqu'à vraiment cristalliser le type en nous. On peut dire qu'entre l'âge de 5 et 7 ans, le profil est véritablement cristallisé. Alors, est-ce qu'il a été avant ou pas ? Là, c'est vraiment beaucoup de questions qui restent en suspens, malgré les recherches qu'on a pu faire sur ce sujet. Et ensuite, eh bien, au fur et à mesure de sa vie, ça va dépendre de nous, en fait. Ça va dépendre de nous, déjà si on a pris conscience de notre type de personnalité, si on a pris conscience des enjeux liés à notre personnalité ou pas. Si on n'a pas pris conscience, mais si tu ne sais pas quel est ton type de personnalité, si tu ne sais pas qui tu es, comment veux-tu le soigner ? Comment veux-tu l'améliorer ? Et certains même vont aller à s'enfermer dans une espèce de spirale infernale et descendre comme Dante va descendre successivement tous les cercles de l'enfer et se retrouver face au diable, face à nous, c'est-à-dire face à la part la plus sombre de notre personnalité.
C'est pour ça, par exemple, si on prend le type 1 énéagramme, qu'on va avoir des personnes qui vont devenir de véritables, tels les inquisiteurs à l'époque de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance. C'est pour ça que on va avoir des 8 qui vont fuir l'injustice, qui vont devenir des véritables bourreaux. Et ainsi de suite. Et ça, on va le retrouver sur tous les profils, sur absolument tous les profils. On va voir ça. Et ça, c'est pas ce qu'on veut soi-même. Et en même temps, cette voie-là, si on reprend Dante avec son chemin sur l'enfer, le purgatoire et le paradis, qui est une très belle allégorie du chemin spirituel que l'on peut faire, il est nécessaire également de se confronter à ça. Il est nécessaire dans notre expérience spirituelle de nous confronter à la part la plus, on va dire, la plus égotique de notre être, la plus instinctive, la plus animale, la plus viscérale. On va prendre un autre point de comparaison dans le tarot. Sur le chemin du tarot que font les 21 arcades majeures, à un moment donné, on est confronté au diable. Et ce diable, c'est quoi? Eh bien, c'est celui qui est à l'intérieur de nous. Donc c'est intéressant de voir que dans plusieurs approches, on va retrouver ces mêmes sujets. Et dans l'énéagramme, c'est ça, en fait, sur notre type, on va être confronté à ça. Mais pas seulement. Pas seulement. Parce que dans notre type de personnalité, il y a aussi de belles choses. Il y a aussi de belles perspectives d'évolution. Et ce que j'adore, justement, sur la voie spirituelle, c'est que, qui, hélas, a été mise de côté par certains courants, on va y revenir juste après, eh bien, il y a d'autres noms qui est la notion d'évolution. Et si j'arrive à basculer sur mon évolution de mon profil, d'un point de vue spirituel, je vais déjà évoluer de ce qui est ma vision limitée du monde, ma croyance de remplacement, à une croyance universelle, un principe qu'on appelle un principe élevé perdu de vue. Je prends un exemple, le 5, le monde est intrusif, il faut le comprendre pour se protéger. Et bien là, je vais basculer à principe élevé. Il y a une source intarissable de connaissances et d'énergie qui pourvoit aux besoins de chacun. C'est difficile à l'intégrer ça. On peut le comprendre intellectuellement si on se connecte ou si on lit quelques livres de spiritualité, mais le vivre, le ressentir à l'intérieur de soi, c'est tout autre chose. Ça, on va l'avoir. Donc on va avoir les croyances qui vont devenir principe élevé perdu de vue. Et tu te rappelles, je te parlais des compulsions émotionnelles et des fixations, des orientations mentales. Et bien là aussi, on va avoir une évolution qui va se faire. Par exemple, si on prend la passion du 3, qui va être la vanité, eh bien on va aller de la vanité jusqu'à l'espérance. On va partir de la fixation, de l'orientation mentale, qui est la fausseté. Donc, arranger un peu la réalité, ne pas voir les choses telles qu'elles sont, mais voilà, je dois me dire. Et on va sortir de la fausseté pour aller jusqu'à la vérité. Ce qui est intéressant, moi ce que j'aime beaucoup, c'est les nomenclatures qu'on va utiliser pour ces mots de remplacement. C'est-à-dire que là, la passion, on va prendre la fixation. La fixation qui est la partie mentale, va être remplacée par ce qu'on appelle la vertu. Et donc là, on parle, d'ailleurs, à l'époque du Moyen-Âge, on parlait, même avant l'Antiquité, on parlait de vertu cardinale et de vertu théologale, des grandes vertus que doit développer l'homme pour justement s'améliorer. Ben là, c'est pareil. Sur chaque type énéagramme, il y a une grande vertu à développer. Et pour chacun, ça va être l'enjeu. Par exemple, pour le 2, où on a vu cette notion de flatterie, de dédain, d'orgueil, commencer à faire preuve d'humilité, développer cette vertu-là. Et ensuite, on va développer autre chose que certains vont appeler l'idée supérieure ou l'idée sacrée. Moi, j'avoue qu'au début, j'hésitais longtemps entre ces deux termes parce qu'ils sont beaucoup utilisés en énéagramme. Idée supérieure et idée sacrée. Et je trouve que ce qui est le plus juste aujourd'hui, c'est de dire l'idée sacrée. Parce que cette notion de sacralité, ça nous amène vraiment sur vers quoi je dois tendre. Idée supérieure, c'est juste, c'est un peu meilleur que le reste. Non, c'est quelque chose de sain. Et si on prend le 6, par exemple, pour qui, eh bien, on va avoir cette fixation de doute et de suspicion qui remet tout en doute, qui est liée à la passion de la peur, eh bien, l'idée supérieure, ça va être quoi? L'idée sacrée, c'est la confiance. D'ailleurs, le principe élevé perdu de vue, cette croyance perdue de vue du 6, c'est nous avons tous confiance en nous, en nos semblables et en l'univers. Donc là, voilà, je t'en ai listé quelques-uns.
À savoir, petite parenthèse, même grosse parenthèse, si tu élèves du Tech Enneagram ou du Master, encore mieux puisque là on va encore plus loin, tu retrouveras donc dans la partie ressources de la formation les fiches de synthèse sur lesquelles tout cela est écrit en détail sur chacun des 9 profils. Et si tu n'es pas membre du Tech Enneagram, de mes formations en ligne, et que tu es intéressé, alors quand je dis formation en ligne, c'est vrai, et en même temps, que ce soit par le biais du groupe Facebook, par le canal Telegram, et par notre présence quand même assez forte, que ce soit moi ou l'équipe, eh bien, on est vraiment beaucoup plus que sur du simple en ligne et puis après, chacun va faire les choses de son côté. Non, il y a un vrai accompagnement qui se cache derrière. Bref, tout ça pour dire que si tu n'es pas membre de cette formation et que tu veux en savoir plus, je t'invite à regarder le premier lien, les liens qui sont en description de ce podcast et de tous les autres, et tu vas trouver donc une partie sur connaître ton type de personnalité. Quel est ton type de personnalité? Et là, tu vas pouvoir avoir, déjà en savoir plus, quels sont les 9 types d'énéagrammes si tu ne les connais pas encore, voir un peu comment je les appréhende, comment je les approche, et plus encore, pouvoir rejoindre le technicien énéagramme. De temps en temps, je fais des offres promotionnelles dessus. Donc, avec un peu de chance, si tu regardes sur le lien ci-dessous, eh bien, peut-être que tu seras face à une offre promotionnelle ou pas. Ça dépendra. Mais en tout cas, regarde. Et voilà, donc ça, c'est vraiment cette notion de spiritualité, cette idée d'aller tendre vers cette part élevée. Alors, en parlant, on en a parlé tout à l'heure, je l'ai évoqué, sur les différentes voies, les différents courants d'énéagramme et la spiritualité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, l'énéagramme tel qu'on le connaît, l'énéagramme de personnalité, il est venu au monde, il s'est ouvert au monde, je dirais plutôt, par le biais de Claudio Naranjo, qui pour moi est celui qui a vraiment conceptualiser et créer vraiment les plus gros fondamentaux de ce qu'on connaît sur l'énéagramme de personnalité tel qu'on le connaît aujourd'hui. Son enseignement, il a été prodigué, il a été nourri, je dirais plutôt, d'ailleurs nourri ce serait même le juste mot, par son maître de l'époque, Oscar Ichazo, qui lui-même avait été nourri des enseignements de Gurdjieff. Et donc, quand on parle de Gurdjieff, d'Ichazo, en fait, on est sur une voie qui est très spirituelle, d'ailleurs, on pourrait dire même ésotérique, liée sur l'énéagramme. D'ailleurs, on pourrait parler aussi des aspects ésotériques de la figure d'énéagramme. Bon, j'en parle déjà dans les formations, mais ça pourrait être un sujet. Et en fait, Claudio Naranjo, donc chilien d'origine, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, je vis, petite parenthèse entre toi et moi, si tu ne sais pas, en fait, je vis au Chili depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et ma femme, que tu connais peut-être, Carla, est chilienne. Et en fait, ce qui est fou, c'est que là, en fait, c'est l'énéagramme vient finalement, est venu au monde à partir du Chili, du nord du Chili, le désert d'Arica, avec Claudio Naranjo, qui est chilien d'origine. Et quand j'avais écrit mon livre, le petit livre de l'énéagramme, je l'avais écrit à 1 rue de là où Claudio Naranjo a grandi. Donc c'est assez rigolo, on va dire. Certains diront le hasard de la vie, mais puisqu'on parle de spiritualité ici, je pense que tu as compris un peu l'essence, les hasards qui ne sont pas des hasards de la vie qui amènent sur des choses assez rigolotes. Bon, il y a plein d'anecdotes que je pourrais te raconter sur ce sujet-là, mais là n'est pas le sujet maintenant, on s'éloigne un peu. Tout ça pour dire, pour en revenir à Claudio Naranjo, à la base, c'était un psychologue clinique qui connaissait déjà bien les différents cas cliniques, notamment avec les classifications de troubles de la personnalité, du fameux DSM, si tu connais. En plus de cela, donc, il est allé faire des recherches pour un travail spirituel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment... Là, on est en Claudio Naranjo qui a travaillé, qui a étudié aux États-Unis, du côté de Palo Alto, dans les années 70, qui a été formé à la Gestalt thérapie par le fondateur de la Gestalt thérapie, Fritz Perls. Et donc, on est à cette mouvance où on analyse transactionnelle, la systémie, la programmation neurolinguistique avec Bandler et Grinder qui naît, la Gestalt thérapie, j'en ai parlé, et bien d'autres disciplines, bien d'autres mouvances dont tu as probablement entendu parler aujourd'hui. Et donc de là, lui est parti aller faire ce travail spirituel, et c'est là qu'il a rencontré un énéagramme qu'il a après
mais on va dire, je dirais pas mélangé, mais plutôt fusionné, ou du moins qu'il a fait la correspondance avec ses études en psychiatrie, et qui amène justement la pertinence sur les deux champs. Et moi, ce que j'aime bien d'ailleurs que la de Naranjo, c'est vraiment, on retrouve un peu cette approche qui est une approche qu'on trouve également sur d'autres personnages, d'autres grands noms. Parce que la de Naranjo, on le connaît essentiellement en France par l'énéagramme, mais en dehors de France, il est très connu pour d'autres travaux. Et on a Jung, donc voilà, c'est à ça, je voulais faire référence à Jung, qui justement a réussi à faire cette approche entre la part spirituelle et pourrait dire métaphysique également, et la part psychologique, qui pour moi sont véritablement liées. Et vraiment, je m'inscris dans un courant de pensée qui est en lien avec celui de Naranjo d'un côté, de Jung de l'autre, qui sont sur des voies différentes, mais finalement sur une même recherche de vérité commune, dirons-nous. Et, euh, et après, donc, il a eu plusieurs élèves qui ont enseigné l'énéagramme. Donc, il y avait vraiment cette approche spirituelle, ce recherche de voie spirituelle. Et alors, il y a des courants qui, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on pourrait utiliser une autre discipline que, ben, là, pareil, tu l'as dans la première description, la spirale dynamique, que certains étaient dans un courant un peu dogmatique entre du bleu et de l'orange très rationaliste, très matérialiste. Je pense notamment à tout le courant d'Hélène Palmer, qui a totalement aseptisé l'énéagramme de la part spirituelle. D'ailleurs, il suffit de voir, j'avais vu des vieilles interviews de Palmer pour la petite anecdote, sur justement des questions qu'on lui posait par rapport à la spiritualité. On sentait que ça la dérangeait fortement et qu'elle avait vraiment une vision matérialiste de l'énéagramme. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'on passe à côté de quelque chose qui est très fondamental. Et de l'autre côté, on a d'autres approches de l'énéagramme. Alors, il y en a plusieurs. Et il y a notamment l'approche Diamond de Dean Shank, qui s'est intéressé à une autre part de spiritualité. Pas la même chose tout à fait, d'ailleurs ça j'en parle plus dans le Master Enneagram, pas la même chose que ce que faisait Claude Naranjo, même si les travaux de la Naranjo l'ont intéressé. Et là c'est intéressant aussi, et une élève à elle qui a pris sa propre voie, qui est Sandra Maitri, qui est d'ailleurs assez connue pour son bouquin Les 9 visages de l'âme, et elle aussi d'ailleurs, on en parle plus dans le master, qui donc justement a une approche justement par rapport à l'âme enfant, et se reconnecter à cette âme enfant, et avec un lien justement sur la figure avec les flèches. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, c'est un sujet intéressant, et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de constater à quel point il y a vraiment une part spirituelle qui est là, qui n'enlève pas la part, je dirais, scientifique de l'énéagramme, parce que oui, ça j'en ai déjà évoqué en amont, oui, il y a des études scientifiques qui ont été faites sur l'énéagramme, oui, il y a des choses qui corroborent avec des modèles d'analyse scientifiques, je pense notamment au Big Five, et qui donne une forme de validation, encore est-il nécessaire vu la pertinence de l'outil, validation de la pertinence et de la fiabilité de l'énéagramme en tant que tel. Alors c'est ça qui me rend fou parfois, c'est qu'on a tendance on va dire, la vulgarisation qu'on peut avoir d'énéagramme, à dire, bon, voilà, c'est une espèce de truc un peu de gens sur leur côté avec un outil de pseudo-science. Non, on n'est pas dans la pseudo-science. On est dans dans une approche qui est, à un moment donné, la recherche scientifique est nécessaire, elle est utile, mais il est nécessaire également d'avoir des explorateurs. Et comme, à un moment donné, il y a un Christophe Colomb qui s'est jeté dans le grand bain, disons-nous, pour arriver à aller chercher les Indes et finalement trouver un nouveau continent, eh bien, dans le champ de la recherche de l'humain, il est nécessaire d'avoir certaines personnes, certains courants de pensée qui recherchent. Et encore que cette recherche-là n'est pas nouvelle, puisque je t'ai parlé d'Évagre le Pontique, nous sommes au 5e, au 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. On avait déjà des prémices de ce qu'allait devenir l'énéagramme. Et on peut retrouver encore des concepts, ne serait-ce que le concept philosophique de personnalité adaptée et personnalité supérieure, qui est vraiment le cœur spirituel de l'énéagramme. On va le retrouver sur des philosophies, sur des religions ou des mythologies antiques. Donc c'est là où finalement
la question qui se pose, c'est est-ce que on est en train de découvrir quelque chose ou est-ce qu'on est en train de se reconnecter à des choses qu'on avait déjà eues par le passé? Ou plus encore, peut-être qu'on se reconnecte à des choses qu'on a eues par le passé, tout en apportant par un autre regard, une autre vision, une autre approche, une lumière différente, plus fine, plus précise, nouvelle, et en même temps toujours présente de ce monde infini qui est à l'intérieur de nous. Je terminerai avec cette fameuse phrase que j'ai dû répéter peut-être 200, 300 fois dans ma vie jusqu'à ce jour, voire si ce n'est pas plus. C'est cette fameuse phrase sur le temple de Delphes, « Connais-toi toi-même ». Et la fameuse extension « Connais-toi toi-même » et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et quand on parle de l'univers et les dieux, d'ailleurs certains vont qualifier aujourd'hui, notamment avec les spiritualités, on va dire, plus contemporaines, parler de l'univers en parlant de ce que certains appellent ou appelaient Dieu, eh bien, connaître l'univers et Dieu, c'est aussi connaître cette part divine qui est à l'intérieur de soi. Et moi, je sais fondamentalement, j'ai l'intime conviction, pour moi c'est une vérité absolue, que cette part divine est à l'intérieur de nous, et que ce chemin que propose l'Énéagramme, ce n'est pas la seule discipline, mais que ce chemin que propose l'Énéagramme, de découvrir sa personnalité adaptée, son type de personnalité, de découvrir cette part plutôt humaine, animale de son être, et d'aller tendre vers la personnalité supérieure, qui ne veut pas dire un déni de son type de personnalité, qui veut dire la magnificence de tout son être, en intégrant son type de personnalité, mais également en le dépassant. Et c'est là que se trouve cette recherche de cette part divine qui est à l'intérieur de nous. Et ça, au final, n'est-ce pas la plus belle et la plus grande des quêtes spirituelles? J'espère que ça aura pu t'aider au maximum. Si tu veux en savoir plus sur tout cela, je t'invite à regarder, comme je l'ai dit précédemment, le premier lien qui est en description, tu retrouveras tout mon travail. Le travail sur la spiritualité qu'on fait avec Carla sur Connexion Invisible, qui est très en lien avec ce dont on a parlé ici. Le travail sur l'énéagramme avec comment trouver ton type de personnalité. J'ai évoqué Aspiradynamique, tu l'as aussi. Tu as également mon livre Retrouver votre mission de vie qui pourra t'aider aussi également. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à me le notifier également avec une note, un commentaire. Tu sais que c'est très important pour nous et que ça nous aide. Le partager aussi pour aider à mieux connaître. Et puis encore une fois, plus je vois d'enthousiasme, il est déjà présent et je vous en remercie à toutes celles et ceux qui m'écoutent et toi en particulier qui est en train de prêter l'oreille. Vraiment, ça aide énormément et ça nous encourage à aller plus loin, nous créateurs. Et donc, on avait parlé aussi sur le précédent épisode, si tu ne l'as pas écouté, de la véritable pyramide de Maslow avec ses 8 niveaux et non pas 5, tel que tout le monde pense, tout le monde voit. Et j'avais évoqué aussi la notion de transcendance de soi, dont j'ai parlé ici, et d'accomplissement de soi. Mais sache que, je ne sais pas si je vais faire la semaine prochaine, je voulais faire cette semaine, mais pour tout avouer, je préfère prendre plus le temps de la recherche pour vraiment te faire un bon épisode. Et aborder aujourd'hui quelque chose que je maîtrise très bien. Donc, l'accomplissement de soi, selon Maslow, on en parlera peut-être la semaine prochaine, ou un petit peu plus tard, mais ça sera un des prochains sujets. D'ici là, je te souhaite le meilleur. Et on se dit peut-être de l'autre côté pour un lien ou sur l'une de mes formations. À très vite.